Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien à Pékin et à Canton, et également les personnes qui sont en ligne. On entend bien quand on... Bon, donc ça c'est pour Canton et pour Bien, Pékin? c'est bon. Très bien. Donc, écoutez, en ligne, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Bonjour à tous pour ce nouveau club agro. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Alban Renaud. Je suis avocat pour le cabinet Adaltis et je suis le coordinateur et le créateur du club agro. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un sujet qui est l'évolution du marché agricole et agroalimentaire en Chine en 2020 et les perspectives pour 2021. Nous aurons deux intervenants, donc Augustin Missoff de Sopexa, qui nous parlera du marché chinois et des tendances marketing et opportunités, et également Ivana Biven, qui est basée, elle, à Canton pour Business France, qui nous parlera de l'e-commerce dans le secteur agricole et agroalimentaire en Chine en 2020. Écoutez, et à la fin, nous aurons une présentation également rapide de François Blanc, notre conseiller agricole, pour nous parler des événements et de l'actualité franco-chinoise dans le secteur agroalimentaire. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Augustin. Augustin, pour ta présentation. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend partout? C'est bon. Bon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée par l'agence de communication Sopexa, dont je fais partie, qui a été présentée à l'occasion des journées de l'export agroalimentaire organisées par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation il y a quelques semaines, et notamment donc qui touchait l'ensemble des pays, enfin des marchés principaux à l'export, et une étude notamment sur le consommateur chinois entre premiumisation, innovation et sécurité sanitaire. Cette étude a été réalisée fin 2020 avec bien évidemment des rajouts sur la partie 2021 au vu de l'évolution actuelle des choses. Donc, je vous propose de la découvrir maintenant, si j'arrive à tourner les slides. Non. Okay. Donc en premier, nous allons parler un peu du panorama de la Chine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui connaissent la Chine, mais on va quand même refaire un petit point rapide sur le sujet. Et également parler de ce marché ultra connecté. Qui a vu une évolution absolument incroyable depuis ces dernières années, et une accélération encore plus folle depuis l'arrivée du Covid, début 2020. On va également parler de cette consommation unique propre à la Chine et qui est également en continuelle évolution. Donc en premier, le panorama de la Chine. Sur la Chine, aujourd'hui, vous avez 1,43 milliard d'habitants. La Chine est également le huitième client de la France et ça représente 4,1% des exports agroalimentaires français. On a une croissance du PIB autour de 6,1% en 2019, qui a bien évidemment beaucoup évolué avec un gros frein sur l'année 2020, mais qui est revenu sur un très bon niveau fin 2020 et qui est également en évolution en début 2021. On a aujourd'hui trois typologies de consommateurs sur le marché chinois. Pour reprendre effectivement une étude qui a été réalisée par les plateformes de e-commerce, elles les ont définies en trois catégories et à l'intérieur en 8 sous-catégories. Donc dans les trois catégories principales, on va parler des backbone, des new power et des blue ocean. Et à l'intérieur des backbones, donc on aura les jeunes au col blanc, les seniors de la classe moyenne et les mères sophistiquées. Ensuite, donc dans ce New Power, c'est la jeunesse de la petite ville. Donc, on parle des petites villes, ça va être les Tier 3, les Tier 4. Vous savez que les villes sont classées par typologie de croissance, d'évolution, de masse de population.
Également la Gen Z, donc qui est effectivement une population extrêmement connectée. Et enfin, les Blue Ocean, où là, nous allons partir sur une partie senior avec les cheveux gris urbains, les individus d'âge moyen avancé des petites villes, mais également les cols bleus urbains. Donc, on va rentrer un peu dans le détail, parce que je pense que c'est important de bien comprendre l'aspect, la segmentation justement de ces parties-là. Donc, sur la partie des backbones, donc vous avez ces fameux jeunes cols blancs qui sont des 25-35 ans, qui vivent dans les villes les Tier 3, 1, 2, 3, qui sont souvent des employés ou des fonctionnaires avec des niveaux de revenus élevés et surtout des niveaux de stress très élevés. Ils sont aujourd'hui, et ça on le verra selon les différentes catégories de personnes, à la demande de choses assez particulières. Donc tout ce qui est commodité, qualité, santé, qui revient effectivement, et ce qui est plutôt une bonne chose, vraiment au cœur du sujet de l'agroalimentaire en Chine, et tout ce qui peut être anti-stress. Pour vraiment essayer de souffler au moment où ils peuvent entre leurs métiers. Donc voilà, c'est ça qu'ils recherchent, cet équilibre. Ensuite, on va voir les seniors de la classe moyenne, qui eux sont des personnes de 45 ans, vivant donc dans les pareils, les Tier 1, 2, 3, qui sont des cadres moyens ou supérieurs, qui ont également des revenus très élevés et qui, eux, ont par envie le statut social et qui sont effectivement à la recherche d'unicité, de personnalisation sur certaines choses et surtout qui ont une consommation beaucoup plus rationnelle que les jeunes cols blancs qui ont beaucoup plus d'achats compulsifs. Enfin, on va voir ce qu'on appelle les mères sophistiquées. On les appelle aussi les super mummies, qui, elles, sont souvent soit des femmes enceintes, soit des femmes avec des jeunes enfants, et où le point principal, leur intérêt principal, voilà, est vraiment de prendre soin de leur enfant et de l'éducation qu'il va avoir à tout niveau, que ce soit éducation scolaire, que ce soit éducation alimentaire, que ce soit éducation physique, donc au travers de l'agroalimentaire. C'est vraiment leur priorité numéro 1 et ils cherchent principalement la sécurité des produits, d'où l'intérêt également sur, par exemple, certaines catégories de produits, l'importation de produits agroalimentaires, des produits spécialement conçus pour les enfants, la santé de l'enfant ou du bébé, mais également tout ce qui touche à la beauté. Donc on va parler de certains aliments qui donnent une meilleure peau ou des compléments alimentaires, etc. Et bien évidemment une attention toute particulière aux produits laitiers. Le traumatisme de la crise qui précédait 2010 est resté bien ancré. Et là, on va avoir effectivement quelque chose qui va vraiment les pousser à regarder sur les produits, notamment importés. Sur les New Power, donc là, en fait, on parle vraiment de la jeunesse des petites villes. Donc, ce sont des 18-35 ans avec des revenus beaucoup moins élevés que les précédents, qui sont moins occupés, qui ont des métiers moins stressants, qui sont effectivement très influencés, pas dans la manière la plus négative, mais influencés par tous ces KOL, ces KOC, donc ils sont très suiveurs de leurs tendances, de ce qui se passe. On les considère aujourd'hui comme les futurs backbones, donc d'ici 10 ans. Eux, aujourd'hui, ce qu'ils recherchent principalement, donc ce fameux rapport qualité-prix, qui a toute son importance, du fait de revenus relativement peu élevés, mais surtout cette envie de faire partie d'eux. Ils sont aussi très proches de tous les produits de divertissement, donc ce qui est lié au Enjoying Life. Ils sont aussi très connectés online dans leurs achats, et comme vous pouvez le voir, parce que justement, ils n'ont pas toute l'offre que l'on peut trouver dans les Tier 1 ou les Tier 3 ou les Tier 2. Très apprécié, ils apprécient énormément tout ce qui est également importé parce que c'est une valeur un peu plus premium et donc c'est là-dessus sur lesquels ils vont aller. Et enfin, c'est là où on parle également de ces produits premium, ils consomment pour se valoriser. J'achète, donc je suis.
Enfin, la Gen Z, donc alors ça c'est la plus connectée de toutes, hein, on les voit un peu partout dans les grandes villes, ça va être une population qui est très online, mais on est dans le monde virtuel versus le offline, avec une très grande attention portée à la beauté, portée à son ego, très poussée sur ce qu'on appelle le DIY, donc le do it yourself, avec des choses dont ils veulent vraiment de manière très personnalisée. Ils veulent, c'est souvent ce que l'on voit pour ceux qui habitent dans les grandes villes, faire la queue pendant des heures et des heures lorsqu'il y a l'ouverture d'un magasin, parce que effectivement, il faut avoir la photo au bon endroit et acheter le bon produit. Enfin, on va passer sur les Blue Ocean, donc la dernière catégorie. Donc eux, on parle des cheveux gris urbains. Donc ce sont les plus de 50 ans qui vivent dans les villes des 3 premiers niveaux, qui ont effectivement découvert les 10 dernières années l'évolution du monde en termes de consommation, donc qui ont pas été pris par cette vague et donc du coup qui ont quand même des économies assez conséquentes, qui sont toujours prêts à se déplacer pour aller faire des courses, du shopping et également découvrir de nouveaux produits, donc beaucoup moins connectés. C'est d'ailleurs la cible qui a été, il y a quelques années, targetée par les Tencent, principalement notamment avec WeChat, parce que c'était justement cette catégorie de plus de 55 ans qui n'était pas suffisamment connectée et qui représentait une grosse marge de la population. Eux recherchent principalement tout ce qui est santé, produits fonctionnels, de la sécurité de produits, un rapport qualité-prix. On peut, en termes de consommateurs, mis à part le niveau d'âge, les comparer à des consommateurs français, par exemple. Enfin, on va parler des individus d'âge moyen des petites villes. Donc ça, c'est 35 ans et plus. Eux marchent principalement, sont principalement des followers, marchent bouche à oreille, prêts à consommer, mais recherchent principalement le rapport qualité-prix. Beaucoup moins dans la tendance absolue de suivre un mouvement ou la dernière tendance, mais ils veulent quand même être au fait des dernières nouveautés. Et enfin, pour terminer, l'école bleue urbain. Donc, l'école bleue urbain, ça va être tous les ouvriers que vous pouvez voir, notamment dans les grandes villes, qui ont des revenus très peu élevés et qui, du coup, sont très économes, qui passent énormément de temps sur leur téléphone, notamment à faire des jeux à cause des longs trajets entre leur domicile et leur travail. Et eux, bien évidemment, recherchent le rapport qualité-prix. On va parler un peu des impacts du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé notamment avec l'arrivée de ce Covid? Donc, on a vu effectivement une évolution assez surprenante, mais tout à fait évidente début 2020, avec une population qui a appris quelque chose d'assez unique pour la Chine, c'est d'apprendre à cuisiner chez soi. On a vu fleurir des boulangers, des pâtissiers amateurs et qui ont notamment accéléré quelque chose, c'est tout ce qui touche à la consommation à domicile et notamment le delivery. Donc, ils ont appris à cuisiner, ils ont appris, et là on parle pour toutes les catégories d'âge, ils ont appris effectivement à beaucoup plus commander que ce qui était possible avant. Il y a eu une telle demande que on a même vu les plateformes Ele.me qui a proposé aux serveurs des restaurants qui se retrouvaient un peu sur le carreau de devenir eux-mêmes des livreurs pour leur restaurant le temps que ça se décante. Donc il y a vraiment eu une évolution de ces plateformes, avec effectivement comme leader Ele.me entre autres, qui ont été vraiment des game changers dans le mode de consommation. Et également, il y a un autre aspect, c'est qu'avec l'arrivée de cette maladie qui a fait un peu peur, il y a un autre sujet qui a accéléré, c'est tout ce qui est lié autour de la santé et des bienfaits de l'alimentation. Donc beaucoup plus à la recherche de produits healthy, de produits de qualité, et non pas dans l'orientation de la soit malbouffe, soit je consomme ce que je trouve. Non, là il y avait vraiment une réflexion auprès des consommateurs pour mieux manger, pour un corps plus sain et un esprit plus sain. On va parler donc du marché ultra connecté.
Donc la Chine, je vous apprends rien, hein, est l'un des marchés les plus connectés au monde, avec vraiment des écosystèmes absolument révolutionnaires et inégalables partout dans le monde. On a eu notamment pendant cette période Covid un boom du e-commerce agroalimentaire. Donc c'est ce que j'expliquais juste avant, que ce soit au travers effectivement de l'augmentation de vente en ligne de produits alimentaires entre par exemple janvier et février 2020 qui ont augmenté de 26,4%. À l'échelle de la Chine, je vous laisse vous faire un peu une idée sur les montants que ça peut être, mais également une augmentation de 62% des épiceries en ligne en 2020. C'est des évolutions assez naturelles qui sont restées aujourd'hui assez constantes. Les consommateurs aujourd'hui sont retournés bien évidemment dans les restaurants depuis quelques temps, mais sont toujours très friands de pouvoir consommer chez eux et au travers justement de ces différentes plateformes de e-commerce. Pardon. Enfin, il faut savoir que le delivery, donc le fameux cliquer c'est livré, c'est un ensemble de secteurs qui commencent à prendre de plus en plus de place dans la vente de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, ça représente 20% de l'ensemble du marché de l'alimentaire et des boissons est couvert par les livraisons à domicile et en ligne. Donc c'est un peu et c'est là où on le voit d'ailleurs dans d'autres secteurs, c'est non pas une ubérisation un peu de l'épicerie, mais vraiment une capacité de se rapprocher directement des retailers au service des consommateurs. Et on l'avait vu effectivement sur des tendances plutôt en 2019 et 2018, où l'importance du live streaming grandissante nous avait permis de nous rapprocher directement du producteur au consommateur. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait eu énormément de live streaming entre le producteur qui était sur son tracteur ou dans ses champs en train de faire ses récoltes et de vendre directement sur des plateformes en ligne les produits et pour en vanter donc, les mérites, la qualité, etc. Qui avait été un grand succès. Et enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que sur les petits déjeuners, vous avez 79% des consommateurs chinois qui préfèrent le commander en ligne. Alors, soit pour le faire livrer chez eux, mais principalement pour le faire livrer à un point, ou le faire livrer pour faire du click and collect. J'achète et je vais le chercher en avance, comme ça, je n'ai pas besoin de faire la queue. Ou encore directement livré à leur bureau. Sur les réseaux sociaux, donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir quels sont les prescripteurs absolument incontournables. Donc, comme vous vous en doutez, on a des plateformes historiques comme Weixin, Meituo, etc., Weibo, QQ, qui prennent effectivement un essor absolument gigantesque, avec effectivement une segmentation par catégorie de produits. Donc, on va voir sur des spiritueux, sur du vin, sur de la nourriture healthy, de la nourriture qu'il faut consommer lorsqu'on veut faire du fitness, etc. Et également une nécessité en termes de communication de donner des éléments clairs. Typiquement sur le bio, sur le fait qu'il n'y ait pas d'additifs, sur le fait que ce soit halal, etc. Donc, il y a vraiment aujourd'hui ces plateformes qui sont là en tant que prescripteurs absolument incontournables et qui accompagnent justement l'accélération de ces tendances. Enfin, donc c'est ce dont je parlais il y a quelques minutes, la révolution du live streaming. Le live streaming a pris aujourd'hui une place absolument folle dans le paysage économique chinois, du online. Tout se fait quasiment par live streaming. On avait vu il y a quelques temps les plateformes TikTok. On avait vu également d'autres plateformes arriver. L'intégration du live streaming dans les plateformes de e-commerce telles que JD.com ou Taobao, qui amène effectivement de l'information. Donc cette recherche de contenu, cette recherche aussi de traçabilité des produits. Donc c'est assez intéressant. Pour vous donner une idée, il y a encore 2 jours, dans le cadre de la mission Taste France, il y a eu un live streaming sur la présentation pour les primeurs de Bordeaux avec quasiment plus de 1 million de personnes qui ont regardé
la dégustation et également qui ont pu parler en direct avec les châteaux, leur poser des questions, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui une nécessité de pouvoir avoir une interaction et on retourne un peu sur justement les profils des consommateurs qui sont vraiment à la recherche du j'existe, j'ai besoin d'avoir des informations, j'ai besoin d'avoir un échange, je compte, donc vous devez me dire les choses. Et c'est là où c'est assez intéressant en termes d'échange, c'est qu'il y a un rééquilibrage où le consommateur n'est plus uniquement un auditeur, mais il est vraiment il fait vraiment partie intégrante de l'action d'information, d'achat et surtout sur l'expérience. Donc, on va parler maintenant de la consommation unique en Chine et notamment la quête de praticité. Il faut savoir qu'il y a eu une accélération du rythme de vie absolument effrénée. Je pense que pour tous ceux qui habitent en Chine, on a l'habitude de dire que effectivement tout va très vite, tout va trop vite. Les plateformes, ceux qui travaillent dans la tech ont toujours entendu dire on travaille 6 jours de 9h à 21h. Et il y a une nécessité aujourd'hui, en même temps, de pouvoir continuer à travailler et de chercher des choses beaucoup plus faciles à consommer. Facile avec, bien évidemment, le respect du LC. Ce qui s'est passé, par exemple, pendant la pandémie, c'est effectivement, on a vu une croissance phénoménale de le riz autochauffant, donc qui est la suite traditionnelle des nouilles autochauffantes, et notamment parce que c'est rapide, c'est bon, et il y a effectivement dans les nouvelles marques des aspects très healthy par rapport à tout cela. Il y a également cette passion snacking. Le snacking est devenu un moment de détente. C'est une action du consommateur qui est poussée bien évidemment de plus en plus par les marques qui sont rentrées dans cette tendance sur le fait et je vais comparer un peu avec la France, mais c'était un peu notre instant Kit Kat. Donc c'est vraiment le moment de décompression de quelques minutes. Et les snacks passent à travers tout type de produits. Ça va être des fromages, ça va être des galettes, des barres chocolatées, une petite collation. Voilà, c'est vraiment un moment de plus en plus important et voilà, qui aujourd'hui est très tendance et qui continue d'accroître. Enfin, on va bien évidemment parler des cadeaux comestibles. Alors, on a l'habitude en Europe d'offrir une boîte de chocolat ou quand on va dîner chez des gens ou d'arriver avec une bouteille de vin. En Chine, la tradition veut effectivement qu'on s'offre des paniers de fruits, des paquets de gâteaux. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de culturel. On offre ça à n'importe quelle occasion et à n'importe qui, que ce soit son cousin, son ami, son collègue, son supérieur hiérarchique. C'est quelque chose qui est extrêmement culturel. Et ce qui est assez intéressant, c'est dans l'acte d'achat, vous avez 53% des consommateurs qui, eux, recherchent réellement l'aspect plutôt healthy, justement, des produits et qui vraiment regardent s'il y a un bienfait, qu'il soit nutritif ou autre, sur la santé pour vraiment s'assurer de la qualité du cadeau. Enfin, une tendance qui est apparue il y a quelques années, alors c'est sur le co-branding qui prend une place de plus en plus importante. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce co-branding, effectivement, on avait historiquement vu des choses qui pouvaient être, qui pouvaient avoir une certaine logique. Là, on a du co-branding totalement différent. Vous allez avoir, par exemple, Adidas et Haiti, qui est une chaîne de bubble tea que vous trouvez partout en Chine, ou Pizza Hut et Lelecha, ou encore la National Gallery avec Ramen Talk. Donc, il y a vraiment aujourd'hui ce concept justement de pairing un peu extraordinaire, un peu unique, mais qui fonctionne extrêmement bien. Et notamment sur cette population qui a une nécessité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, notamment avec la Gen Z, d'aller justement dans ces endroits, parce qu'il faut savoir que c'est co-branding, vous avez régulièrement un pop-up éphémère, vous avez une édition limitée, c'est vraiment très limité en temps.
et il faut absolument prendre part à cette action. Donc, vous allez avoir des queues phénoménales devant des lieux, devant des magasins ou à des endroits pour impérativement se prendre en photo, avoir effectivement l'édition limitée. Et c'est une quête, c'est vraiment une nécessité auprès des consommateurs pour se sentir très unique et ainsi avancer leur pion en disant j'ai quelque chose d'unique qui est là, regarde ce que j'ai. Donc il y a vraiment aujourd'hui une recherche de notoriété assez intéressante pour se rendre soit plus important, soit plus visible. Pardon. Ça ne marche plus. Excusez-moi, j'ai un petit souci de... Alors, en attendant qu'on répare seulement le PowerPoint, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et après la deuxième présentation, on répondra à toutes les questions. Merci. Alors, par la suite, on va également parler de l'adaptation des produits occidentaux. Donc, les produits occidentaux sont arrivés tous au fur et à mesure avec leurs produits et puis face effectivement à soit une baisse d'excitation par rapport à leurs produits ou encore des ventes qui ne décollaient pas. Et les marques ont réellement su adapter leurs produits aux consommateurs chinois. Et c'est assez intéressant. Donc, on a notamment Milkana qui en est un parfait exemple, qui est une marque qui s'est totalement adaptée, par exemple, sur ses fromages, les fromages à la fraise, par exemple. Vous avez encore Belle, la vache qui rit, qui est arrivée aussi avec des produits, donc les apéricubes avec des parfums qu'on ne trouve nulle part ailleurs, au durian ou autre, donc vraiment adaptés au marché local. Et on va également retrouver donc les chaînes de fast-food, par exemple, que ce soit McDonald's qui va faire des burgers avec des produits locaux, Lurian par exemple, ou KFC qui va aller rechercher des choses. Voilà, donc il y a vraiment aujourd'hui de plus en plus une signalisation des marques occidentales pour le marché. Donc on a toujours effectivement cette marque et cette identité de marque qui est très importante, mais par contre qui reconnaît que son marché important aujourd'hui est la Chine et donc du coup adapte ses produits. Et sans ça, aujourd'hui, sans adaptation, les marques ont beaucoup de mal à décoller. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on voit que celles qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui ont eu le plus d'audace. Et quand je parle d'audace, c'est de se dire, voilà, on a une certaine rupture, on garde un peu notre ADN historique, mais on a une certaine rupture peut-être dans une façon de faire ou dans une façon de procéder qui, du coup, nous permet de nous adapter franchement sur le marché chinois. Et comme le marché chinois ne compte que pour ici, l'ensemble de ces autres produits n'existent pas normalement en dehors du marché chinois, donc ce qui n'impacte pas en soi la marque. C'est un marché donc en continuelle évolution. Donc vous avez également une vigoureuse montée en gamme. On va voir également un mix qui est assez intéressant. On dit souvent que la Chine a beaucoup regardé le Japon en termes de design et l'Europe plutôt en qualité des produits. Et en fait, ils ont réussi à faire un mélange des deux, ce qui est assez intéressant. Donc, vous avez une consommation premium qui est arrivée, beaucoup plus design, avec vraiment des packaging, avec une identité de produit très différenciante de ce qui pouvait exister avant, où les gens sont à la recherche, ce qu'on disait, de qualité. Le packaging peut être un gage de qualité. Également, la qualité des produits. Donc, il y a beaucoup plus d'attention qui est donnée. Et effectivement, vous avez également toute cette partie sur les produits importés qui, eux, sont et ont toujours été des gages de qualité. On a bien évidemment eu, pendant le Covid, des hauts et des bas sur des sujets qui n'ont pas été vraiment prouvés. Je pense par exemple au saumon, dont on a entendu parler dans les médias, mais qui n'a jamais officiellement été mis en cause. D'ailleurs, je crois même qu'ils ont été enlevés de tout soupçon par les autorités. Je dis ça avec réserve parce que je crois que ça a été ça. François, tu me diras si je ne me trompe pas. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'importation. On voit notamment sur l'huile d'olive, espagnole, italienne, française,
qui apportent vraiment un gage de qualité, que ce soit sur les pâtes, le chocolat. On voit le succès de certaines marques chocolatiers. En Chine, on n'a pas encore vu un chocolatier qui s'est dégagé avec le niveau de qualité et de premiumisation que peuvent avoir le reste du monde. Et ils sont également à la recherche de produits beaucoup plus sains. Donc ça, c'est effectivement ce dont on parle depuis le début. Cette population, et encore plus avec le Covid, est à la recherche de choses plus saines, donc des boissons avec moins de sucre, certains apports nutritifs, et on le voit également chez certains consommateurs qui sont vraiment à la recherche de la partie healthy, la fraîcheur et la qualité d'origine, et c'est notamment l'une des raisons du succès de ces fameux live streaming entre les producteurs et les consommateurs finaux. Également des labels bio. Ils sont de plus en plus demandeurs du label bio. Alors, il faut savoir que oui, il y a des labels bio, il y a d'autres types de labels, mais le label bio est quelque chose d'extrêmement compliqué à avoir en Chine. Et pour vous donner une idée, une marque française bio qui va venir sur le marché chinois ne pourra pas mettre le label bio français sur son produit tant qu'elle n'aura pas le label bio chinois. Donc voilà. Et après, il y a effectivement l'apparition de nouveaux substituts, donc substituts à la viande, etc., qui prennent de plus en plus de place. Et c'est quelque chose qui devient plus qu'une tendance. Donc on a eu effectivement au début, on a vu apparaître ça un peu comme une mode, comme une tendance qui aurait pu être éphémère et qui ne l'est pas, parce que les consommateurs recherchent vraiment ces critères beaucoup plus sains. Et ça s'accompagne par des besoins pédagogiques. Donc, par exemple, vous avez 34% des consommateurs qui pensent que les probiotiques et les bactéries lactiques sont identiques. Donc, il y a vraiment cette nécessité de communication sur les produits, sur les bienfaits, sur l'origine, et aussi d'expliquer voilà, quelle est la valeur ajoutée de vos produits sur la santé de ma famille, et comment les consommer. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des produits importés qu'on va consommer d'une manière ou d'une autre dans nos pays d'origine, mais ici, en les voyant arriver, ils ne vont pas savoir très bien quoi faire. Et typiquement, il va falloir trouver les bons moyens, et c'est là où on parle non pas uniquement d'adaptation des produits, mais aussi de la communication qu'on va avoir, parce que peut-être que la consommation qui va être faite ici va être totalement différente de la manière dont elle est faite en Europe. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours effectivement ce challenge et cette audace qui est plus que nécessaire. Voilà, c'était une courte présentation. Je vous remercie pour tout et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Augustin, c'était très intéressant comme présentation. Je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc Ivan, c'est à vous. Et puis on répondra aux questions après. Et les questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Pour le moment, j'en vois pas, mais vous pouvez y aller. Hein. Merci beaucoup. On va te lancer la présentation. Ok, super. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, donc pour enchaîner, Augustin Missop vous a fait un beau panorama des consommateurs, enfin, des tendances de consommation. La présente intervention va se concentrer donc, sur le secteur agroalimentaire, e-commerce agroalimentaire en Chine, avec la mise en avant de 2 études qui ont été réalisées par Business France pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, donc par honnêteté et puis par voilà, honnêteté intellectuelle, tous les collègues qui participent à ces 2 études sont présents sur cette slide-ci, et particulièrement les collègues présents à Pékin actuellement, Li Ying, Paul et Cici, qui eux sont notamment intervenus sur le volet B2B. Voilà, cette présentation va dans un premier temps se concentrer sur le B2C, les commerces alimentaires B2C, avec un panorama des acteurs pour, dans un deuxième temps, revenir rapidement sur les acteurs également qui peuvent être listés pour le format B2B. Ces 2 études ont pour vocation à donner des grilles de lecture, notamment pour les entreprises françaises qui souhaiteraient connaître le secteur déjà, enfin le créneau du e-commerce à la fois B2C, B2B, et
des premiers indices pour ensuite éventuellement se positionner sur ce créneau-là. Alors, sans plus attendre, et je ne vais pas revenir sur les chiffres du e-commerce qui ont déjà été évoqués précédemment, les principaux modèles du e-commerce alimentaire pour le B2C, on peut mettre en avant une grille de lecture avec trois typologies d'acteurs majoritaires. Tout d'abord, les enseignes de distribution traditionnelles qui ont mis en place un canal de vente en ligne. Ensuite, les pure players. Alors, les pure players, en bon français, ça veut dire ce sont les distributeurs qui sont présents uniquement sur le volet digital, donc qui ont recours uniquement à des ventes en ligne. Et les places de marché, donc très, très connues en Chine, qui, elles, à la différence des pure players, n'achètent pas au préalable les produits disponibles sur leur plateforme, mais permettent une entremise entre des vendeurs et des acheteurs finaux, parce qu'on est sur le B2C, pardon. Alors, pour entrer dans le détail et donner un cas de figure, pour les enseignes de la distribution traditionnelle, alors on est sur un créneau où les acteurs sont nombreux. Il y a 5% des parts de marché qui sont concentrées 10% des parts de marché qui sont concentrées parmi le top 5 des enseignes. Et ensuite, on a énormément de petites enseignes qui, en fonction des régions, diffèrent. Pour le cas présent, on va s'attarder sur Olé. Donc Olé, qui est une enseigne et qui se positionne sur un format premium, donc qui met en avant à la fois une qualité et une diversité dans ses produits, mais aussi une qualité dans le service proposé et dans le service auprès du consommateur final. Olé, c'est une enseigne du groupe Vanguard, donc Vanguard qui est le plus gros groupe de l'enseigne de distribution en Chine. Donc Olé, ces magasins-là se sont positionnés finalement assez tôt et le e-commerce fait partie un peu de l'identité de la marque parce que ça a permis de donner un nouvel élan à l'acteur qui est Vanguard, alors que les enseignes traditionnelles ont aussi un petit peu pris du retard dans le positionnement sur le créneau e-commerce. On peut retrouver les chaînes e-boutiques de Olé, notamment, comme vous le voyez sur la présentation, sur la plateforme de livraison à domicile Meituan Dianping ou chez son concurrent Ele.me, qui appartient à Alibaba, entre autres. Pour ce qui est des pure players, alors les pure players en B2C et dans l'alimentaire, il y a certains généralistes, notamment Hypermarket dont qu'on voit figurer ici dans le panel. Mais pour dresser un exemple concret, on a aussi des pure players spécialisés dans leur créneau, dans la catégorie d'articles et de produits qu'ils proposent. On a notamment les pure players spécialisés pour la catégorie des vins et spiritueux. Et on a également des pure players qui proposent des produits frais. Le pure player mis en avant ici, c'est Miss Fresh, donc qui propose des produits frais. Donc vous voyez l'interface pareil exposée sur cette diapositive. Miss Fresh est mise en avant ici car c'est un acteur qui a vraiment pris de l'ampleur pendant la crise de la Covid-19. Alors, ses ventes ont augmenté en 2020 par rapport à 2019 de 300%. Donc ce chiffre est à nuancer puisque en fait la plateforme a aussi bénéficié de beaucoup d'appui et d'aide pour pouvoir assurer justement les livraisons en période de crise. Ils sont actuellement, dans les entretiens qu'on a menés, ils nous ont déclaré être en recherche aussi de diversification de produits pour consolider en fait cet élan qui a été pris et puis voilà, essayer de maintenir cette dynamique en phase post-crise. La troisième typologie d'acteurs, ce sont les places de marché B2C. Alors là, on voit les pionniers finalement du e-commerce en Chine. On a pour les chiffres 2019, rapidement, donc Tmall de Alibaba qui restait majoritaire en termes de vente, de montant brut des ventes en 2019.
suivi par JD.com en 2019 et Suning qui était déjà en nette perte de vitesse et qui désormais voilà, n'est plus troisième dans ce classement. On a maintenu en fait ce classement 2019 parce qu'il est pré-crise et donc l'analyse post-crise nécessite encore de la consolidation. Comme ça a été rappelé également dans la première présentation, on est vraiment sur un marché très dynamique et en particulier au niveau des places de marché où voilà, le nombre brut de ventes peut varier énormément d'une année à l'autre en fonction de la réussite lors des grands rendez-vous promotionnels qui apparaissent 3 ou 4 fois par an sur le marché chinois. Ici, c'est JD.com qui est mis en avant. Nous avons notamment interrogé le pôle vin et spiritueux de JD.com, donc qui rappelle que sur cette plateforme, les best-sellers européens, l'alimentaire et les boissons et l'alimentation infantile font partie des best-sellers avec bien sûr les vins et spiritueux. Et ils sont en recherche permanente de nouvelles références. Alors, cette recherche permanente de nouvelles références, en particulier pour les vins et spiritueux, peut se généraliser à l'ensemble des plateformes en apportant la nuance qu'ils sont aussi en recherche de marques qui ont déjà une certaine notoriété parce que l'intérêt pour eux est d'attirer un certain type de consommateurs et qui sont des consommateurs à même de pouvoir effectuer des commandes plus onéreuses, donc qui ont un pouvoir d'achat plus développé. Vous avez l'aperçu sur la droite de la catégorie produits alimentaires de JD.com et du concurrent pour la catégorie vins et spiritueux, donc Tmall Traba, d'un des concurrents. Ensuite, pour finir sur cette partie B2C, ce sont ici deux typologies qui n'entrent pas dans des modèles en tant que tels actuellement, comme ça a bien été mis en avant encore une fois dans la première présentation, donc sur les tendances de consommation. On est sur un marché en effet très connecté et sur une grosse consommation en bon français encore une fois entertainment. On a un côté un petit peu jeu qu'on appelle gamification aussi. Donc des plateformes aussi émergent et notamment sur le créneau du e-commerce en surfant sur ces vagues-ci. Donc je viens d'évoquer les ventes flash notamment avec des acteurs comme TikTok, Kuaishou qui se développent énormément, notamment Kuaishou avec un plugin, une porosité avec JD.com qui permet justement de faire des achats e-commerce directement depuis Kuaishou. Et ensuite, ça c'est pour les ventes flash. Deuxième volet du social commerce, les ventes communautaires. Donc on connaît maintenant WeChat, la plateforme WeChat, des ventes communautaires pendant la crise 2019. La crise du Covid-19 ont été produites et mises, ont été possibles aussi par WeChat. Donc c'est grosso modo, de manière artisanale, la plupart du temps, des commerces de proximité qui ont organisé auprès des lieux de résidence des groupes WeChat où les résidents pouvaient justement commander leurs produits et ensuite étaient organisées des livraisons à domicile. Ces groupes perdurent, encore une fois, de manière assez non harmonisée et donc artisanale. Mais on a aussi la plateforme Pinduoduo qui elle, est en pleine croissance, créée depuis à peine 5 ans, un tout petit peu plus de 5 ans, et qui, pendant l'année 2020, est devenue la plus grosse plateforme en termes d'utilisateurs actifs. Cette plateforme se base sur le système de WeChat et justement fait appel à un grand nombre d'utilisateurs pour avoir recours à des achats groupés en termes de clientèle, des clients qui se réunissent pour avoir un meilleur prix sur un même produit et donc les fournisseurs qui mettent sur cette plateforme leurs produits et recherchent justement ces achats groupés. La deuxième tendance qui est un petit peu plus de fond parce qu'elle précède vraiment, elle aussi précède la crise. Donc c'est cette tendance du new retail qui est liée à la montée aussi en maturité du marché du numérique
en tant que technologie et surtout en tant que canal d'achat. On est sur le principe, alors ici c'est Roma d'Alibaba qui est mis en avant, ou Freshippo en anglais. Cette plateforme a été créée vraiment sur ce créneau du O2O, donc online to offline, en ligne, hors ligne. Et l'idée est de proposer une expérience vraiment complète où on décloisonne en effet cette expérience à la fois en ligne et hors ligne. Alors, voici un schéma très rapide. Je viens de dresser un panorama très rapide pour le B2C, les différentes typologies d'acteurs, avec encore une fois, toute la complexité du marché en lui-même. Mais l'idée est de donner une grille de lecture. Maintenant, en tant qu'entreprise française, comment envisager de se positionner sur le e-commerce? On a le schéma, on retrouve ici le modèle d'importation finalement traditionnel, parce que la plupart des acteurs e-commerce B2C, et on verra c'est également le cas pour le B2B, sont présents sur le marché domestique chinois. Mais finalement, l'importation, l'étape de l'importation reste bien sûr de mise. Donc, on retrouve ce schéma traditionnel que je ne vais pas expliciter. Et pour le e-commerce transfrontalier, là, c'est une spécificité du marché chinois. La tendance, la logique est inversée parce que le e-commerce transfrontalier a été créé a été mise en place pour répondre à une demande croissante de la part des consommateurs chinois d'avoir un accès plus étendu à une offre de produits internationaux. On voit bien que la réponse est directement apportée aux consommateurs chinois. Donc, avec toutes les nuances que cela apporte, c'est-à-dire que pour pouvoir envisager le e-commerce transfrontalier, il faut figurer sur la liste positive qui est mise à jour régulièrement par les autorités chinoises. Seulement un certain nombre de catégories de produits qui sont référencés par les codes SH sur cette liste positive peuvent accéder au e-commerce transfrontalier. Alors, on est environ à 430 actuellement catégories de produits, mais il faut en effet en permanence vérifier parce que c'est une liste qui évolue. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que le e-commerce transfrontalier s'adresse aux citoyens chinois. Donc, les acheteurs ne peuvent acheter via le e-commerce transfrontalier qu'en référençant les chiffres de leur carte d'identité chinoise. Donc, ça restreint le vivier de clients finaux justement aux clients de nationalité chinoise, et donc ça met de côté les populations expatriées, par exemple. Troisième contrainte, le e-commerce transfrontalier est limité aussi en termes de commandes, alors pas en nombre de commandes, mais en montant par commande et en montant annuel maximum. Voilà, ça c'est trois contraintes. Le montant annuel maximum est de, je regarde mes papiers, 3300 environ. 3300 € environ. Donc, c'est quand même aussi une troisième contrainte. Le e-commerce transfrontalier est donc à considérer comme un bonus plutôt pour accéder au e-commerce alimentaire en B2C. C'est donc quelque chose à considérer en plus du schéma d'importation traditionnel qui, notamment en fonction des catégories en fonction des produits et en fonction de la stratégie de l'entreprise, peut servir de test sur un produit ou alors peut servir de première approche de marché à condition d'être accompagné et que cela fasse partie d'une stratégie globale. Je n'en ai pas parlé, mais parmi les catégories de produits alimentaires et boissons, entre autres, sont autorisés les vins et spiritueux et certains types de produits de la mer congelés. Estelle, j'ai un problème de télécommande. Je vous prie de m'excuser, ça ne fonctionne plus pour le moment. Ah.
Oui, s'il te plaît. Merci. Alors donc, ce panorama et le schéma d'importation typique ayant été dressé donc, suite au panorama B2B, on va désormais passer à l'aspect B2C. Donc, ce sera on reprend l'exercice finalement de grille de lecture pour essayer d'en savoir un peu plus sur les différents acteurs existants actuellement sur ce marché du B2B, marché intérieur du B2B. Dernier appel, pardon, à la suite de la slide précédente, le B2B n'a pas accès, bien sûr, au e-commerce transfrontalier parce qu'on est, comme j'ai pu préciser, sur une vente auprès du client final. Pour le B2B, on est donc sur un schéma d'importation traditionnel, encore une fois. Alors, cette grille de lecture, elle met en avant les grossistes, donc les importateurs grossistes qui ont développé notamment un canal de vente en ligne. Ensuite, on a les places de marché qui proposent justement un volet B2B. Et les pure players qui, eux, donc on retrouve, qui eux, pareil, sont des pure players en B2B, donc souvent qui demandent des systèmes d'adhésion d'acheteurs professionnels et et justement donnent leurs produits, offrent leurs produits à ces acheteurs professionnels. On a ensuite, en termes d'exception, parce qu'on en a aussi bien sûr sur le plan B2B, comme exception, on a des logisticiens qui, eux, se positionnent justement aussi sur ce créneau du e-commerce. Alors, on a par exemple ici Foodgate. D'abord, je dresse les grandes lignes, ensuite je rentrerai dans le détail des exemples exposés. Mais rapidement, ici, les logisticiens, on est sur une recherche en fait de prise de la valeur ajoutée finalement de la chaîne d'importation. Et c'est la même recherche qu'on retrouve aussi dans les plateformes de matchmaking. Alors, souvent, ce sont les plateformes mises en place par les organisateurs de salons qui, encore une fois, cherchent à capitaliser aussi sur la valeur ajoutée plus globale que les mises en relation peuvent leur apporter. Alors, pour revenir sur les acteurs importateurs et grossistes, l'exemple ici est celui de Synodis, donc Synodis importateur des produits du groupe Savencia et notamment des produits, des marques professionnelles du groupe Savencia. Donc, on a notamment les chocolats Valrhona, on va avoir Elevir professionnel, etc. Synodis s'est positionné justement, a ouvert une e-boutique sur la place de marché d'Alibaba, Yaoyobaba, qu'on voit justement et dont je parlerai plus précisément par la suite. C'est l'exemple qui est cité pour les places de marché pour la parenthèse. Synodis, donc, via cette e-boutique, a permis aussi, s'est offert un accès de vente en ligne auprès de professionnels de l'alimentaire, du monde de l'alimentaire, donc CHR et autres. Pour la partie des places de marché, pour ce qui est des places de marché, comme je l'ai cité rapidement précédemment, Yaoyobaba, donc c'est la plateforme B2B du groupe Alibaba, qui n'est pas limitée à l'alimentaire, mais qui justement permet à des acteurs comme Synodis, le cas échéant, de créer une e-boutique et de pouvoir accéder à des acheteurs professionnels. On a ensuite pour les pure players, on retrouve la même typologie en B2B que pour le B2C, où la majorité finalement des pure players qu'on peut retrouver est ceux qui se positionnent dans le secteur des vins et spiritueux ainsi que les produits frais. Pour les vins spiritueux, on a notamment Watio, qui est sur un schéma classique de pure player B2B. On propose aux acheteurs professionnels qui s'inscrivent, qui doivent créer un compte sur la plateforme, d'acheter les produits importés par Watio et disponibles sur la plateforme. Et c'est le même schéma pour Meituai. Meituai met à disposition auprès des acheteurs professionnels sur sa plateforme, moyennant bien sûr inscription encore une fois, les produits frais qu'elle propose.
Pour revenir sur les logisticiens et plus spécifiquement le cas de Foodgates, ça fait partie du groupe Azi Group, groupe de logistique. Foodgate, c'est une plateforme qui est basée sur la technologie blockchain et qui met en avant, donc vraiment spécifiquement marché français vers le marché chinois, qui met en avant un certificat entre guillemets de traçabilité et une transparence sur la chaîne logistique, mais également sur les informations qualité du produit en lui-même jusqu'à l'importateur en Chine. Donc voilà, c'est vraiment une opération, un logisticien qui avait cette connaissance et qui a créé cette plateforme B2B pour faire valoriser ce savoir-faire. Enfin, dernier cas, les plateformes de matchmaking, comme ici mentionné Food to China. Donc Food to China, donc c'est en Chine du Sud et ils organisent justement des expositions et cette plateforme-là de e-commerce met en avant justement des opportunités de matchmaking. Hein. Donc un acheteur professionnel qui met en ligne sa recherche de produits spécifiques et un vendeur étranger qui peut justement répondre à cette offre et vice-versa. On a Food to China, on a également la même chose pour Wine to China. Et ce modèle aussi se développe, beaucoup d'organisateurs de salons mettent ça en avant. Voilà, le temps qui m'est imparti est écoulé, mais pour les points clés qu'il faudrait retenir par rapport à cette présentation, finalement, ce sont des points clés assez classiques sur la stratégie e-commerce et sur l'export vers la Chine. Donc rapidement, on a le e-commerce à considérer comme un canal de distribution. Il faut donc bien prendre l'étape, comme j'ai pu le rappeler, importation en amont et ensuite intégrer ce e-commerce dans la stratégie globale, la stratégie commerciale globale de présence en Chine pour ne pas non plus phagocyter les ventes en ligne hors ligne. Le transfrontalier est à prendre comme un bonus, donc à ajouter au schéma traditionnel. Il y a un budget en fait induit au e-commerce, mais ça a bien été mis en avant dans la précédente présentation. On est vraiment sur un marché, une économie qui bouge. L'événementiel, le happening est vraiment primordial et donc il faut pousser en permanence ces ventes, en particulier sur le e-commerce. Le B2B2C, là, c'est de rappeler que finalement, on n'est jamais, même sur le B2C, en réel B2C proche du consommateur. Il y a toujours des intermédiaires, en particulier sur le marché e-commerce chinois qui finalement est vaste et nécessite pour un produit, une entreprise et une marque d'avoir justement, d'être aidé notamment pour pousser les ventes. Pour les opportunités que cela confère, hein, mais ça a été rappelé également dans la précédente présentation, le e-commerce et donc le digital au global offre plus de traçabilité et d'informations sur les produits, ce qui est un gage de confiance aussi très, très plébiscité par les consommateurs ici. Le transfrontalier donc permet justement de faciliter certaines démarches liées à l'importation quand il peut être utilisé en bonus, notamment propose des facilitations aussi en termes de taxes. Donc voilà, ça peut être une opportunité. De manière plus générale, le e-commerce ou le digital permet aussi des intermédiations dans cette chaîne d'approvisionnement. Merci beaucoup. Merci Ivan. Oui, merci Ivan, c'était très intéressant. On a reçu quelques questions en ligne et puis on passera aux questions de la salle avant de passer à l'actualité des relations franco-chinoises. Augustin, je t'ai envoyé 2 questions. Est-ce qu'éventuellement je peux te passer le micro? Tu peux les lire et je te laisse.
Bien sûr. Alors, la première question, c'était les appartements sont-ils équipés de cuisines qui permettent des préparations sophistiquées? Donc, oui, de plus en plus, notamment dans les tiers 1, 2 et 3. Il faut savoir que les cuisines s'agrandissent, s'ouvrent, et il y a de plus en plus de marques étrangères ou locales qui se développent autour justement des ustensiles de cuisine. On voit par exemple en Chine l'arrivée de Magimix avec le Cook Expert qui apprend à tout faire. On a également certains de ses concurrents. Vous voyez également sur tout ce qui est casserole, couteau, etc. Donc voilà, ça prend une part de plus importante et c'est vraiment le nécessaire. Donc ils commencent vraiment à investir là-dedans et les cuisines effectivement commencent à s'agrandir. Ça, c'est la première question. La deuxième, je pense que je vais la laisser plutôt pour François, notamment sur l'export du soja français peut-il être débloqué? Donc ça, je laisserai à François. Alors, pour la question, effectivement, 79% des consommateurs préfèrent commander leur petit déjeuner en ligne. S'agit-il seulement des consommateurs urbains ou également ruraux? Une seconde question, comment expliquez-vous la place importante des allégations halal en Chine compte tenu de la place minoritaire des citoyens de confession musulmane? Alors, pour la première question, c'est effectivement principalement dans des milieux urbains et notamment dans les Tier 1, dans les Tier 2 et dans les Tier 3. C'est effectivement sur cette population qui a un manque de temps et donc qui a effectivement cette nécessité de commander pour éviter de faire la queue, mais qui sont toujours à la recherche de choses assez healthy. Sur effectivement la place minoritaire des citoyens de confession musulmane, il y a beaucoup. Alors déjà, il y a une grosse population comme musulmane en Chine, et à côté de ça, c'est aussi une cuisine, vraiment une typologie de cuisine que l'on retrouve même à Shanghai, que l'on retrouve dans différentes villes, qui est beaucoup amenée à être consommée, plus par l'aspect local que peut-être par l'aspect religieux. Après, je laisserai toute personne compléter parce que je ne suis pas forcément le plus expert sur ce sujet-là. Merci Augustin. François, on a eu une question sur le soja, donc je pense que Jo a dû te la transmettre. Donc bonjour à toi. Est-ce que tu peux éventuellement y répondre avant qu'on passe aux questions des gens qui pourraient être dans la salle à Pékin, à Canton ou à Shanghai? Bonjour à tous. Mais merci à Alban de cette question. Oui, donc là, le soja est un dossier que nous suivons depuis longtemps. Et d'ailleurs, je pense que là, nous le suivons avec la personne qui a posé cette question. Et donc, nous avions sollicité les autorités chinoises sanitaires chinoises, donc les douanes, pour savoir si elles acceptaient de mettre en œuvre une procédure d'autorisation raccourcie en quelque sorte pour l'autorisation du soja. La réponse a été, et je pense qu'elle a été sans surprise d'ailleurs, non, qu'il nous renvoyait à la procédure complète d'ouverture de marché. Or, une procédure d'ouverture de marché, ça prend beaucoup de temps en Chine, surtout en ce moment où les dossiers peinent fréquemment à avancer. Et donc, nous avons renvoyé cette réponse au comité de France Agrimaire chargé de discuter et de prioriser les ouvertures de marché au regard des dossiers prioritaires pour savoir si oui ou non il fallait mettre en négociation ce dossier au regard des enjeux commerciaux qui apparaissent quand même assez limités sur la Chine et au regard de la lourdeur que ce dossier présenterait à négocier avec les autorités chinoises, alors qu'on en a malheureusement beaucoup en cours de négociation. Donc, on peut considérer que le sujet reste à ce stade bloqué du fait de cette obligation de mettre en œuvre une procédure d'ouverture complète, ce qui est extrêmement lourd et lourd et laborieux et long. Voilà. Merci François. On a une autre question, ce sera peut-être pour Ivan. Donc la question s'est affichée en ligne. Je ne sais pas, Ivan, si vous pouvez lire la question ou si vous la voyez déjà. Alors pour le moment, on ne la voit pas. Est-ce qu'il y a un fil de discussion? Alors elle est sur le chat, sinon je vais vous la lire. Donc la question était début janvier 2018, Jingdong promettait de vendre 2 milliards d'euros de produits français en Chine d'ici fin 2019 avec notamment un accord avec Business France. Cet objectif a-t-il été atteint ou en est-on aujourd'hui?
Sur l'objectif, je ne pourrais pas répondre parce que je n'ai pas l'information. En revanche, je pense que ça s'inscrit dans une dynamique globale et c'est vrai que la plateforme, comme les autres, ont ouvert des pavillons France, mais qui ne sont pas opérés par Business France. Ce sont vraiment des pavillons opérés par la plateforme. Il y a notamment un pavillon 20 sur JD.com. Alors, c'est peut-être cela qui est évoqué par la personne. Le pavillon 20 existe, mais c'est un opérateur privé. Donc voilà, en termes de chiffrage, par contre, je ne suis pas en mesure de répondre. Mais la dynamique est présente. Comme j'ai pu le dire, hein, c'était un peu le sens de mon propos quand je disais qu'ils sont en recherche permanente de nouvelles références et de références à forte notoriété. Déjà, c'est un petit peu dans cette philosophie-là. Voilà, j'espère ne pas répondre à côté. Si vraiment c'est quelque chose, une initiative de Business France, je vais me renseigner et pourrai répondre dans un deuxième temps à la personne. Mais voilà, il y a ça qui s'organise autour aussi. Merci Ivan. Est-ce que à Canton, à Pékin ou à Shanghai, dans les salles, vous avez des questions? Non, nous n'avons pas de questions ici. Pas de questions à Canton. Est-ce qu'à Pékin, vous avez des questions? Une petite question. Oui, nous avons une question à Canton. Ah, une question à Canton. Allez-y. Pour les produits alimentaires importés de France, le plus grand souci, c'est le délai de valider. Souvent, quand ça part de France, arrivé en Chine, dans les entrepôts, une fois mis en vente dans le supermarché, c'est presque expiré, 3 mois. Donc ça, c'est comment résoudre ce problème? Alors, je peux apporter un élément de réponse ou en tout cas d'expérience parce qu'on interroge aussi des acteurs, alors notamment en Chine du Sud, on a un importateur qui est importateur dans la Chine du froid et qui nous a justement parlé, alors c'est pas lié directement à la date de péremption, mais c'est lié au respect de la chaîne du froid et eux, ils ont un peu ce problème-là du côté vraiment logistique, hein, faut pas que ça varie au niveau de la température, etc. Donc, le plus rapide, le mieux. Et ce qu'eux ont mis en place, c'est un système de traçabilité au niveau du produit. Donc, c'est automatisé, en fait. Hein. C'est des capteurs à chaque stade en fait, c'est après importation parce que eux sont logisticiens, mais en Chine. Et donc, à partir du moment où la marchandise est arrivée sur le sol chinois, ils sont à même, à partir du moment où ça passe par leur entrepôt, après de certifier que voilà, le produit a mis tant de temps à passer par telle étape. En soi, ça ne réduit pas le temps. Mais ça leur permet à eux, enfin, ça les incite déjà à réduire ce temps au maximum. Et un autre élément qui précisait, c'était que eux, en tant qu'importateurs, ils sont à la fois, ils ont des entrepôts et ils importent aussi directement des produits congelés. Et en tant qu'importateurs, ils commencent à demander à leurs entreprises maintenant dès le départ, en fait, mettre en place un système numérisé de la sorte. Alors, ça répond pas sur vraiment cet impératif-là de temps, mais en tout cas, ça donne les motivations en fait pour les acteurs à la fois au départ et à l'arrivée d'agir le plus rapidement possible et toute l'automatisation qui va autour. Voilà, encore une fois, c'est une expérience, hein, c'est un témoignage très ciblé pour le reste de la problématique globale. Je n'aurais pas d'autres réponses, mais en tout cas, peut-être certains importateurs sont plus au point que d'autres. Mais dans la réalité, donc, les supermarchés qui vendent des produits importés, surtout des produits français, hors des ventes, souvent c'est déjà précassé, parce que le délai s'arrête 3 mois ou 4 mois. Donc, ça met le prix moitié de prix, c'est solde. Et une fois soldé, les supermarchés commandent plus les produits. Oui, souvent, c'est ça le problème. Voilà, l'élément de réponse juste en direct là que j'aurais, c'est les importateurs grossistes sont aussi spécialisés par catégorie de produits, mais bon, je pense que vous savez ça déjà. Et il y a potentiellement aussi ce côté numérisation, technologie qui pourrait dynamiser un petit peu ça.
Alors, si je peux rajouter un point sur cette question, c'est une vraie difficulté, bien entendu. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est que d'abord, c'est pas lié aux produits français, c'est lié à tous les produits qui ont des dates de péremption assez courtes et qui constituent une contrainte logistique, et que dans l'étude de marché qui doit être faite pour juger de la pertinence d'un produit pour la Chine, forcément, les aspects logistiques doivent être pris en compte. Et ils doivent être pris en compte avec comment dirais-je, une sécurité suffisante pour faire face à certains imprévus. Il y a des produits, bien entendu, qui ne peuvent pas être importés par bateau, c'est connu, et donc vous n'allez pas importer des huîtres ou des produits ultra frais par bateau. Donc, il y a déjà des produits qui sont possibles d'exporter par voie de mer, et puis d'autres qui ne sont pas possibles. Ça rajoute, si vous permettez, deux difficultés. S'il rajoute deux difficultés supplémentaires qui sont liées à une spécificité du marché chinois, et deux, au contrôle renforcé de la part des autorités depuis le risque Covid. Le premier, c'est qu'en Chine, souvent, beaucoup de distributeurs n'achètent plus et refusent, voire renvoient des produits dont la date de péremption ou la limite de péremption est déjà consommée depuis la moitié du temps, ou les deux tiers, voire disons un tiers du temps. Et donc cette pratique des autorités chinoises des distributeurs chinois crée une difficulté supplémentaire pour les produits, puisque à la fin, en tenant compte du fait que c'est pas non seulement la date de péremption, mais c'est la date de péremption moins 50% qui est prise en compte, eh bien c'est une vraie difficulté pour certains produits. Le second aspect, c'est que en général, les procédures d'importation, de dédouanement, de distribution sont extrêmement, de déchargement également, sont extrêmement rapides et efficaces en Chine, sauf que les mesures prises depuis juin 2020 pour rajouter des contraintes à l'importation, tests PCR et désinfection pour faire face au risque Covid qu'invoquent les autorités chinoises, eh bien, créent des délais supplémentaires. Et effectivement, pour certains produits qui sont déjà un peu sous pression, en quelque sorte, ces délais qui peuvent s'allonger d'une semaine, 10 jours, 15 jours, créent une contrainte supplémentaire. Et donc, c'est actuellement quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui a conduit d'ailleurs à l'arrêt d'un certain nombre d'exportations, puisqu'il n'était plus possible de passer dans les délais suffisants. Voilà. Merci François. À Shanghai, je crois qu'on a une question. C'est à propos donc, des différentes générations qu'on a vues tout au départ. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un glissement de la génération Z qui est très physique, etc., vers aussi une population, je dirais, plus âgée? J'ai l'impression de voir pas mal de personnes entre 50, 60 ans arriver sur cette image de se mettre sur les réseaux et prendre beaucoup de photos, se mettre beaucoup en valeur, poser, etc. Et aussi, du coup, s'il n'y a pas quelque chose qui se mixe avec aussi tous les cadeaux qui deviennent de plus en plus beaux et de plus en plus, pas que healthy, mais plus fancy et qualité, parce qu'il n'y a pas un mix de toutes ces catégories. Alors, les catégories sont toujours bien distinctes. Ça, c'est une chose qui en est ressortie de cette étude. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, depuis plusieurs années, comme je le citais notamment sur Tencent, qui a targeté effectivement ces plus de 50 ans il y a quelques années, il y a effectivement une digitalisation de cette dernière catégorie. Le fait qu'ils ne soient pas sur le devant de la scène comme la Gen Z, qui est la plus connectée, qui vit dans un monde totalement digitalisé, on n'en est pas loin de l'univers Tamagotchi qu'on a connu il y a très longtemps, versus cette population de plus de 50 ans est quand même très différente. Ceux de plus de 50 ans, bien évidemment, vont dessus, mais en termes d'achat et de consommation, ils vont prendre des informations, ils vont regarder, mais ils vont pas être aussi, aujourd'hui en tout cas en termes de volume, pas aussi poussés à aller acheter online. Ils vont toujours continuer, alors pour certains, puisqu'on les distingue bien entre ceux qui habitent dans les villes, les Tier 1, Tier 2, Tier 3, et ceux qui habitent un peu dans d'autres villes, qui vont toujours aller en magasin pour aller voir, ceux qui sont toujours à la recherche du rapport qualité-prix, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas sur les plateformes de e-commerce. C'est juste, il y a un plus grand mix de modes de consommation, enfin, de moyens d'achat, versus une autre population qui, elle, va en même temps aller rechercher beaucoup de online. Sur les parties fancy,
Oui, à condition qu'il y ait un intérêt rapport qualité-prix. C'est toujours la même chose. Après, ils sont beaucoup moins dans les produits uniques, comme on peut voir lorsqu'il y a soit je vais arriver, mix de marques, enfin des partnerships entre des marques. Ils sont à la recherche effectivement donc dans les grandes villes, ce dont on parlait, de produits de qualité où ils ont un pouvoir d'achat élevé. Donc ils vont pouvoir aller vers ces produits-là. Dans d'autres villes, ça va être autre chose parce qu'il y a vraiment ce rapport qualité-prix. Mais de manière générale, on voit effectivement une montée en gamme, une premiumisation de l'ensemble de la catégorie qui se fait naturellement, mais qui aujourd'hui reste encore assez petite, mais qui va grandir au fur et à mesure. Voilà, je ne sais pas si à Pékin vous avez des questions. Sinon, on va passer à l'actualité des relations franco-chinoises. Est-ce que vous m'entendez à Pékin? Alors, il ne semble pas qu'il y ait de questions à Pékin. Bon, ben François, écoute, la parole est à toi pour l'actualité. Merci. Eh bien, comme malheureusement depuis un an et quelques, le point d'actualité sera bref dans la mesure où, pour tout ce qui concerne les visites, ceci reste toujours soumis à la reprise des vols et des possibilités de se déplacer, pour l'instant rendu impossible par un maintien de la situation liée au Covid. Et donc, les échanges se limitent beaucoup à des visioconférences. Donc, il y a eu un certain nombre, bon, je ne vais pas toutes les détailler, mais elles permettent, notamment lorsque nous avons eu les conférences entre le ministre de l'Agriculture chinois, M. Tang Renjian, et le ministre de l'Agriculture français, Julien de Normandie, d'une part, et puis une autre conférence entre le ministre des Douanes, M. Ni Yufeng, et toujours M. Julien de Normandie, d'aborder nos dossiers divers et notamment les dossiers d'ouverture de marché. Je le signalais, ces dossiers d'ouverture de marché peinent à avancer, non seulement pour la France, mais pour tous les États membres et pour les pays tiers d'ailleurs, depuis un an et demi. Et donc, nous avons encore un certain nombre de dossiers en cours de négociation sur lesquels nous travaillons. Et ces visites, justement, étaient extrêmement importantes dans la mesure où elles permettaient d'achever de parachever un accord ou autre, et en l'absence, c'est un peu forcément le travail et les résultats surtout se sont ralentis. La prochaine échéance est un échange en visio entre le ministre de l'économie français, M. Bruno Le Maire, et le vice-premier ministre chinois, M. Hu Chunhua. Donc les deux autorités se connaissent bien, ils ont des échanges réguliers et ils balayent à cette occasion l'ensemble des dossiers économiques, notamment de la relation chinoise, et il pourrait être pour nous l'occasion d'avancer sur là aussi un certain nombre de dossiers d'ouverture de marché, et notamment la reconnaissance du zonage dans le secteur porcin par la Chine en cas de peste porcine africaine de la part des autorités chinoises. C'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis novembre 2019, lorsque l'ouverture de négociations avait été décidée par le président Macron et le président Xi Jinping, qui a avancé durant l'année 2020, malgré un contexte peu favorable, bien entendu, et donc qui est techniquement abouti, mais qui nécessite encore d'avoir une signature officielle pour que cet accord soit validé et entre en vigueur. Donc, nous espérons le faire à l'occasion de cet échange en visioconférence. L'autre échéance, alors là, pour le coup, on parle d'une échéance de déplacement physique et donc quand même soumise à un certain nombre d'incertitudes. C'est un déplacement en juin, une venue en Chine du président Emmanuel Macron et de la chancelière Angela Merkel, donc visite conjointe franco-allemande au plus haut niveau pour rencontrer les autorités chinoises et bien entendu, en premier lieu, le président Xi Jinping. C'est un sujet qui a été en
projet depuis un certain nombre de temps, de mois, qui là aussi s'est heurté aux contraintes sanitaires et dont on reparle pour juin prochain, toujours soumis bien entendu à un certain nombre de conditions, et donc il reste à confirmer. Le format de cette visite des chefs d'État et de gouvernement, chefs d'État français et de gouvernement allemand, orientera le sujet de cette visite sur des sujets communs aux deux pays, et donc pas forcément des négociations d'avancée sur l'ouverture de marché, mais tout cela, bien entendu, reste à préciser et à finaliser. Tout dépendra d'abord de la réalisation de cette visite, bien entendu, mais également de ses modalités. Hormis cela, donc, le travail administratif se poursuit entre les autorités françaises, aussi bien Paris et Pékin, donc de l'ambassade, et les autorités chinoises, sur un certain nombre de dossiers. Je ne vais pas tous les énumérer, mais les ouvertures de marché sont bien entendu au rang des toutes premières priorités. Voilà pour un bref aperçu de la relation franco-chinoise, dont vous aurez compris qu'elle attend avec impatience le retour à une situation plus normale pour reprendre pleinement son cours habituel. Merci François. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce club agro. Vous étiez à peu près 90 à vous être inscrits. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez intervenir ou si vous avez des sujets à traiter. On vous tiendra au courant des prochaines dates. Et encore merci de nous avoir suivis et merci à nos deux intervenants du jour et puis à François également. Bonne journée à vous.